Des jeunes du monde entier s'engagent déjà pour soutenir la chaîne YouTube Corn Pop. Et vous, êtes-vous prêts à rejoindre le combat? Ensemble, bâtissons un monde rempli d'anecdotes palpitantes et de secrets de tournage des plus grands films cultes. Chaque abonnement compte dans cette guerre contre l'oubli. Cliquez maintenant pour vous abonner. Faites votre devoir. Corn Pop a besoin de vous. Tout commence en 1987, juste après le succès de Robocop. Le producteur John Davison, connu entre autres pour avoir produit des films cultes comme Y a-t-il un pilote dans l'avion et La quatrième dimension, cherchait à lancer un nouveau projet en réunissant les principaux talents de son équipe créative, comme le scénariste Edward Newmeyer et le spécialiste de l'animation en stop motion, Phil Tippett. Cependant, au fil du temps, Newmeyer et son co-scénariste Michael Miner ont peiné à trouver de nouvelles idées, ce qui a mis un terme à leur collaboration. Newmeyer s'est alors concentré sur un projet personnel intitulé « Chasse aux insectes à l'avant-poste 9 ». Ce concept, pensé comme une satire militaire mêlant humour noir et patriotisme exacerbé, imaginait des héros affrontant des insectes extraterrestres, une idée inspirée par la phobie de sa femme pour ces créatures. En décembre 91, il a présenté son idée à John Davison dans les bureaux de la Warner, où se trouvait également TriStar Pictures, une société avec laquelle Davison entretenait déjà un partenariat. Ce dernier a rapidement relevé des similitudes entre le traitement proposé et Starship Troopers, un roman de science-fiction publié en 1959 par Robert A. Heinlein. Cette œuvre, bien que célèbre, avait déjà fait débat à l'époque. En effet, pour ceux qui ne le connaissent pas, Heinlein est l'un des écrivains les plus influents de la science-fiction américaine. Surnommé le doyen de la science-fiction, il a marqué le genre par ses récits visionnaires et sa capacité à mêler réflexions politiques, sociales et technologiques dans des univers futuristes. Formé à l'Académie navale des États-Unis, il servit brièvement comme officier avant d'être contraint de quitter la marine en raison de problèmes de santé. Ce passé militaire influença grandement son écriture, en particulier dans des œuvres comme Étoile, garde à vous. Ayant traversé la Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, cette expérience a profondément marqué sa vision du monde. Il débuta ensuite sa carrière littéraire dans les années 30, mais c'est dans les années 40 et 50 qu'il devint une figure majeure de la science-fiction grâce à des romans comme Les Enfants de Mathusalem, Double Étoile et En Terre étrangère. Il est souvent associé à l'âge d'or de la science-fiction, période où le genre gagna en complexité et en profondeur. Sa plume se distingue par des personnages solides, des intrigues ambitieuses et une exploration de thèmes allant à la liberté individuelle au progrès technologique. Publié en 1959, Étoile, garde à vous est l'un des ouvrages les plus célèbres et controversés. Ce roman suit un jeune soldat, Johnny Rico, engagé dans une guerre interstellaire entre l'humanité et une race d'insectes extraterrestres, les arachnides. À travers le récit, l'auteur explore des idées sur le devoir, le sacrifice et la citoyenneté. Mais à sa sortie, le roman suscita de nombreux débats. Certains chercheurs comme Jasper Goss ont qualifié Heinlein de crypto-fasciste, tandis qu'Alain Pelosato voit dans ce livre une défense de l'idéologie américaine et un exemple de militarisme exacerbé. Mais l'auteur a toujours rejeté ces accusations, affirmant que les idées présentées dans le roman ne reflétaient pas nécessairement ses propres convictions, mais servaient à stimuler le débat. Il a précisé que le système de citoyenneté basé sur le service à l'État, central dans son histoire, visait à poser une question morale et politique. Qu'est-ce qu'un bon citoyen et à quoi devrait ressembler un gouvernement juste et responsable? L'auteur a également mis en avant sa volonté de pousser les lecteurs à réfléchir sans leur donner de réponse définitive. Il a déclaré que ses récits ne cherchaient pas à imposer une idéologie, mais à encourager des discussions sur des sujets complexes comme la guerre, la paix et le rôle de la société. Mais revenons au film. Au lieu de se lancer directement dans une adaptation du roman, Davison, pensant que les droits cinématographiques étaient déjà acquis, a encouragé Newmeyer à poursuivre le développement de son projet, désormais intitulé Outpost 9. À la fin de l'année 1992, une fois le traitement terminé, Davison a présenté ce script à Chris Lee, directeur chez TriStar Pictures, mais celui-ci a rejeté le projet. Peu de temps après, Davison a découvert que les droits de Starship Troopers étaient toujours disponibles. Il a alors proposé d'adapter le roman tout en intégrant certains éléments de leur traitement initial.
Cette approche a éveillé l'intérêt de Chris Lee, désormais plus réceptif à l'idée. Le projet a également bénéficié du soutien de figures influentes comme Mike Medavoy, responsable de production chez TriStar, qui avait déjà soutenu Robocop. Grâce à cet appui, les droits du roman ont été acquis. Le développement de Starship Troopers progressait lentement, freiné par les nombreux remaniements au sein de la direction de TriStar, où même Mike Medavoy fut remplacé. Ces changements internes entraînèrent une vigilance accrue envers les projets jugés coûteux ou risqués, comme celui-ci. Malgré ces obstacles, John Davison consacra une grande partie de l'année 93 à constituer une équipe talentueuse pour concrétiser le film. Il fit notamment appel à Phil Tippett et au réalisateur Paul Verhoeven, déjà connu pour son travail sur Robocop. Verhoeven était le choix idéal pour diriger le projet. Son approche unique de la science-fiction, combinée à sa capacité à intégrer des sous-textes politiques et des créatures fantastiques, correspondait parfaitement à l'esprit du film. I think I have an enormous admiration for American society. A country that says, in its comments on the First Amendment is about free speech, subversive speech should be allowed because we think that Americans are strong enough to hear something that they disagree with. I think that's absolutely unique. Enthousiaste, le réalisateur fit venir Alan Marshall comme producteur, fort de leur collaboration sur Basic Instinct et Showgirls. Bien que le metteur en scène ait brillé au début des années 90, il traversait une période difficile. Plusieurs de ses projets ambitieux avaient échoué. Par ailleurs, Showgirls s'apprêtait à devenir un fiasco critique et commercial, marquant un creux dans sa carrière. Starship Troopers représentait donc pour lui une opportunité cruciale de redorer son image. En 1994, TriStar restait hésitant à lancer officiellement le projet. Pour convaincre les dirigeants, l'équipe réalisa une séquence de tests destinée à illustrer le style visuel et le ton du film. Avec un budget de 225 000 $ accordé par TriStar, cette scène, baptisée Bug Test, fut tournée le 21 juillet 1994 près de Los Angeles. Bien que Verhoeven soit encore occupé sur le tournage de Showgirls, il dirigea cette séquence avec une équipe d'environ 30 personnes. Cette séquence présentait un soldat traqué et tué par 2 Warrior Bugs, des créatures animées par Tippett Studio. Les effets visuels furent finalisés en septembre et la séquence fut présentée au cadre de TriStar début octobre. Les dirigeants furent si impressionnés par la qualité des effets spéciaux que certains jugèrent presque réalistes. Cet enthousiasme permit de valider le lancement de la pré-production. Au début de 1995, John Davison présenta un budget détaillé de 90 millions $ basé sur la 3e version du scénario. Ce montant fut jugé excessif par TriStar, encore échaudé par l'échec retentissant de Waterworld la même année. Ce film, avec un budget astronomique de 200 millions $, avait provoqué des licenciements massifs chez Universal Pictures. Soucieuse de limiter les risques financiers, TriStar insista pour partager le financement de Starship Troopers avec un autre studio. Pour attirer des partenaires potentiels, le producteur utilisa la séquence du bug test, ce qui éveilla l'intérêt des studios Walt Disney. Un accord fut finalement conclu entre TriStar, sa maison mère Sony Pictures, et Disney. Le long métrage fut produit conjointement par TriStar et Touchstone Pictures, une filiale de Disney. Les coûts de production et les bénéfices au box-office furent répartis équitablement entre les deux entreprises. En contrepartie, Touchstone acquit les droits de distribution pour tous les territoires hors des États-Unis et du Canada. Chaque studio conserva également son mot à dire sur les décisions créatives et sur la stratégie marketing. Ok, ça marche. Ouais, pourquoi pas. Dès 1993, Edward Neumeier cherchait à capturer l'essence de l'œuvre controversée de Robert A. Heinlein. Le scénariste souhaitait rester fidèle à la vision du roman, mais certains aspects du livre représentaient des défis narratifs. Si les premiers et troisième actes étaient solides, la partie centrale, axée sur l'entraînement de Rico, risquait de ralentir le rythme du long métrage. Il restructura donc l'histoire autour de moments clés, tels que le lycée, le camp d'entraînement, les batailles et les éléments sociopolitiques. La première ébauche du scénario, achevée le 8 juillet 1993, restait en grande partie fidèle au roman. La veuve de Robert Heinlein, consultée à propos de cette version, donna son approbation, validant ainsi cette première étape essentielle du développement. Paul Verhoeven tenta de lire le roman, mais abandonna rapidement. Il trouva l'ouvrage ennuyeux et idéologiquement trop marqué à droite. Plutôt que de suivre fidèlement le livre, il choisit de le subvertir en créant une satire. Des jeunes venus du monde entier sont prêts à se battre pour l'avenir. Je suis prête à me battre. Je suis prêt à me battre aussi. Service planétaire, citoyenneté garantie. Le metteur en scène a également intégré des éléments visuels inspirés de l'esthétique nazie pour renforcer la satire. Il a d'ailleurs mentionné que la première scène du film était adaptée plan par plan d'une scène du film de propagande nazie, Le Triomphe de la volonté. Parmi ses contributions à la deuxième version du scénario figurait le développement d'une romance entre Rico et Carmen, ainsi que la fusion de deux personnages, Dizzy, initialement masculin, et Ronnie, une femme imaginée par Neumeier, également attirée par Rico.
Ces ajustements enrichirent la dynamique du film, créant des triangles amoureux. Qui est avec vous? Flores, lieutenant. Je vous laisse 20 minutes. La pré-production démarra officiellement en septembre 1995, après que Verhoeven eut terminé Showgirls. Cependant, le réalisateur avait déjà consacré des mois à élaborer plus de 4000 images de storyboard pour planifier méticuleusement chaque scène, anticipant l'ajout des arachnides et d'autres éléments en CGI après le tournage. Ces storyboards furent perfectionnés par les artistes Robin Richardson et Giacomo Ghiazza, ce dernier leur apportant une esthétique inspirée par la bande dessinée. Le metteur en scène rechercha principalement de jeunes acteurs blonds aux yeux clairs et au physique impeccable, populaires en fin d'adolescence ou au début de la vingtaine. Toutefois, de nombreuses stars envisagées telles que Chris O'Donnell et Christian Slater furent écartées, soit parce qu'elles étaient trop âgées pour incarner des personnages naïfs, soit en raison d'incompatibilité de planning. La production se tourna alors vers des acteurs issus de la télévision. Casper Van Dien décrocha le rôle de Rico après 5 auditions et suivit un entraînement physique intensif de 8 mois. Il gagna plus de 2 kg de muscles tout en réduisant son tour de taille de 9 cm. Dennis Richards passa également 5 auditions pour incarner Carmen avec des tests à l'écran aux côtés de Van Dien avant d'être retenu. Dina Meyer, initialement recommandée pour jouer Carmen, préféra quant à elle auditionner pour le rôle de Dizzy, trouvant ce personnage plus riche émotionnellement, notamment à travers son amour non partagé pour Rico. Je t'aime, Johnny. Neil Patrick Harris, désireux de rompre avec son image d'enfant star, accepta le rôle de Jenkins. Et voilà ce que je recommande. Visez plutôt les centres nerveux. Abattez-le une fois pour toutes. Avant le début du tournage en avril 1996, les acteurs principaux participèrent à une formation militaire intensive de 12 jours. Encadrés par un conseiller militaire expérimenté, ils apprirent des techniques de combat, des tactiques futuristes conçues spécialement pour le film et réalisèrent des exercices physiques incluant des courses, des marches et des entraînements au maniement des armes. L'entraînement se déroulait sous des tentes militaires, exposant les participants à des conditions extrêmes, notamment un blizzard qui déversa plus de 60 cm de neige, accompagné de vents violents. Bien que Denise Richards, dont le personnage n'appartenait pas à l'infanterie, ne soit pas obligée de participer à cet entraînement, elle choisit de s'y joindre. Elle expliqua plus tard que cette expérience renforça les liens entre elle, Caspar Van Dien et Jake Busey, notamment lors du blizzard où ils durent se serrer les uns contre les autres pour se réchauffer. Le tournage principal commença le 29 avril 1996 à Elst-Alfaker, où l'équipe passa 6 semaines éprouvantes face à des conditions météorologiques extrêmes. Les journées étaient marquées par une chaleur accablante atteignant parfois 46 degrés, tandis que les nuits glaciales, les blizzards et les vents violents, soufflant jusqu'à 130 km/h, causèrent des dégâts matériels importants. La boue créée par les pluies torrentielles obligea l'équipe à évacuer temporairement les lieux. Lorsqu'ils revinrent 2 semaines plus tard, ils découvrirent que de nombreux équipements, câbles et même véhicules, avaient disparu dans la boue. Malgré ces défis, seuls quelques jours de tournage furent perdus grâce à l'utilisation d'un entrepôt local transformé en plateau improvisé. Ces conditions difficiles eurent également un impact sur la santé de l'équipe. Le port des costumes lourds dans une chaleur étouffante entraîna des coups de chaleur et des cas d'épuisement, dont Jake Busey, qui fut contraint à une semaine de repos après une insolation. Chaque jour d'arrêt coûtant environ 1,5 million de dollars, ces contretemps pesèrent lourdement sur le budget. Parmi les séquences marquantes, une bataille nocturne mobilisa jusqu'à 1300 figurants chaque nuit, renforçant l'impressionnante échelle du projet. Mais qu'est-ce qu'on fait? On les dégomme! Le tournage fit largement appel à des caméras Steadicam pour offrir une fluidité visuelle, tandis que les scènes de bataille furent filmées à l'épaule pour évoquer un style immersif. Les séquences avec effets spéciaux furent prioritaires pour laisser à l'équipe de post-production suffisamment de temps pour les finaliser. Toutefois, les acteurs durent souvent improviser face à des espaces vides, les arachnides étaient ajoutés en CGI plus tard. Pour faciliter leur performance, des astuces comme des découpes en carton, des balles de tennis ou même Paul Verhoeven brandissant un balai furent utilisées pour simuler les créatures. Le tournage fut malheureusement marqué par des incidents tragiques. En mai, un accident de voiture impliquant des membres de l'équipe fit 3 morts, dont 2 techniciens et leur chauffeur, tandis que Rachel Campos, une personnalité de la télévision, fut grièvement blessée. Des services de soutien psychologique furent mis en place. Un autre incident survenu fin juin impliqua un membre de l'équipage évoquant une bombe dans un avion, entraînant une évacuation complète, une fouille approfondie et un retard d'1 journée.
La scène du Jumble demanda un travail physique intense de la part des acteurs, qui effectuèrent eux-mêmes la majorité des cascades. La célèbre scène de la douche réunissant une quinzaine d'acteurs fut tournée sur un plateau des studios Sony. Pour détendre l'atmosphère et mettre le casting à l'aise, seuls Paul Verhoeven et le directeur de la photographie Jos Vacano restèrent présents sur le plateau, allant jusqu'à se déshabiller eux-mêmes en signe de solidarité. Cette séquence est un exemple frappant de l'approche satirique de Verhoeven. Contrairement aux normes hollywoodiennes, cette séquence est délibérément dépourvue de toute sexualisation. Hommes et femmes se retrouvent nus dans un espace commun, discutant de sujets banals, comme s'ils étaient habillés. La nudité y est présentée de manière neutre, fonctionnelle et non érotique. Ce choix illustre une société où l'égalité des genres a été poussée à l'extrême, mais au prix de la déshumanisation. Les corps ne sont plus vus comme des individus distincts, mais comme des outils au service d'une machine militaire impitoyable. Le metteur en scène accentue cette dépersonnalisation par une lumière froide et des cadrages cliniques, évitant tout regard voyeuriste. La deuxième équipe, dirigée par Vic Armstrong, fut chargée des séquences d'action complexes, des cascades et des effets spéciaux, permettant à l'équipe principale de se concentrer sur les scènes principales. Parmi les moments marquants, le combat entre Rico et Zander fut majoritairement réalisé par Casper et Patrick eux-mêmes, équipés de combinaisons rembourrées. Van Dien subit cependant des blessures lors des prises impliquant le Tunkerbug. Lors d'une scène, il fut projeté contre une coque en fibre de verre, se brisant une dent et se contusionnant les côtes. Malgré la douleur, il persista durant 3 jours et demi de tournage pour éviter tout retard. I banged my head, I cracked my ribs, I was coughing up blood at night. But it was great because it's like being a little boy when you play a game or something like that. At least I did. If I got a bloody nose, I'd be like, oh God, it hurt. And I'd plug up my nose, stop bleeding. Hey guys, I can play again. And I'd go back in and play. Une autre cascade particulièrement dangereuse impliqua Casper Van Dien, Jake Busey et Dennis Richards qui devaient courir hors du tunnel alors qu'une explosion se déclenchait derrière eux. Avec une seule prise possible, les acteurs furent avertis que, si l'un d'eux tombait, les autres devraient l'aider à continuer sans s'arrêter. Malgré les défis physiques et les conditions éprouvantes, le tournage principal s'acheva le 16 octobre 1996, après 6 mois de travail intensif, 6 jours par semaine. La post-production débuta fin octobre 1996 et s'acheva en août 1997. Le montage fut confié à Mark Goldblatt et Caroline Ross. Paul Verhoeven, connu pour son implication minutieuse, travaillait en étroite collaboration avec les monteurs, leur laissant une certaine liberté d'interprétation, tout en fournissant des instructions claires pour l'intégration des effets spéciaux. Fidèle à sa méthode rigoureuse, le réalisateur ne filmait que ce qu'il jugeait indispensable, évitant les prises supplémentaires ou les séquences de couverture. Certaines scènes furent modifiées ou supprimées pour éviter une classification restrictive de moins de 17 ans. Parmi elles, une scène montrant un soldat décapité par un arachnide et une séquence graphique impliquant le Brain Bug furent édulcorées. Une scène finale où Carmen embrassait Rico fut également coupée après des projections tests, le public ayant jugé ce moment déplacé après la mort récente de Zander. Les spectateurs exprimèrent aussi leur mécontentement vis-à-vis du choix de carrière de Carmen, estimant qu'elle aurait dû mourir à la place de Dizzy. Et enfin, des scènes additionnelles furent tournées pendant la post-production pour enrichir le contexte, notamment les séquences de propagande. Un monde en marche. Règles de citoyenneté. Chacun construit des lendemains qui chantent. Un assassin capturé ce matin vient d'être jugé. Coupable. Exécution ce soir à 18 h, toute chaîne, tout réseau. Voulez-vous en savoir plus ? Les premières projections pour les dirigeants organisées fin mai 1997 reçurent un accueil enthousiaste, suscitant même des discussions autour d'une éventuelle suite. Starship Troopers. Chaque génération a ses combats. Avec un budget final estimé entre 100 et 110 millions de dollars, Starship Troopers réussit à concrétiser une production ambitieuse tout en respectant ses exigences visuelles et narratives. Près de la moitié de ce budget fut consacré aux effets visuels, dont les 500 plans nécessaires au film. La sortie américaine eut lieu le 7 novembre 1997, accompagnée d'une campagne marketing axée sur ses scènes d'action spectaculaires et ses effets spéciaux révolutionnaires.
Si le film attira l'attention du public, il provoqua également des débats en raison de son esthétique provocante et de son ton satirique, parfois mal compris comme une glorification du militarisme. I wanted always to do a war movie, and I still want to do a real war movie, although but still I felt that I could do a lot of that here, because it's still a metaphor for war, mostly the Second World War. A movie where the reality of war is a bit more pronounced than a lot of other, what you would call entertainment movies. D'un point de vue financier, le film réalisa des résultats corrects mais décevants par rapport aux attentes du studio. Avec un budget estimé entre 100 et 110 millions de dollars, il rapporta environ 121 millions de dollars au box-office mondial, dont 54 millions aux États-Unis. Bien qu'il ne fût pas un échec complet, ses performances domestiques furent jugées insuffisantes pour un film de cette envergure. Sur le plan critique, l'œuvre divisa profondément. Certains saluèrent son audace et sa satire politique, comme Roger Ebert qui le qualifia de spectacle fascinant et visuellement époustouflant. En revanche, d'autres critiques furent moins indulgents. Le New York Times par exemple déplora une esthétique qu'il considérait aussi creuse que ses personnages, tandis que Variety dénonça un manque de subtilité dans sa critique du fascisme, le qualifiant de parodie maladroite. Et certains spectateurs ne percevant pas le second degré de l'œuvre, y virent une simple glorification de l'autoritarisme. Mais malgré un accueil initial mitigé, Starship Troopers s'est imposé au fil des années comme un film culte. Dès les premières minutes, le film s'impose comme une expérience visuelle saisissante et audacieuse. Porté par une mise en scène nerveuse, le long métrage mélange habilement action spectaculaire, satire politique et science-fiction futuriste. Il offre un spectacle généreux, avec des batailles épiques et des effets visuels impressionnants qui, même plus de 20 ans après sa sortie, restent remarquablement efficaces. Les scènes de combat entre les arachnides dégagent une intensité rare, grâce à l'expertise de Phil Tippett et de son équipe sur les créatures en CGI qui confèrent un réalisme troublant à ses ennemis extraterrestres. Là où le film brille particulièrement, c'est dans sa critique subtile, et parfois moins subtile, du totalitarisme et du militarisme. Verhoeven joue avec les codes des films de propagande, mêlant ironie et second degré, pour pousser les spectateurs à questionner la violence et l'endoctrinement. Le ton satirique se retrouve dans les séquences de propagande du réseau fédéral, qui caricature habilement les excès des régimes autoritaires et des sociétés ultra-militarisées. Les performances des acteurs, bien qu'intentionnellement un peu rigides pour coller à l'esthétique propagandiste du film, servent parfaitement ce message. Mais malgré toutes ces qualités indéniables, j'ai ressenti une pointe de déception en découvrant le long métrage. Disons qu'on me l'avait tellement survendu que j'en attendais peut-être un peu trop. Si Starship Troopers est indéniablement un film intelligent et divertissant, j'ai trouvé que certains aspects souffraient d'une exécution un peu trop mécanique, notamment au niveau des personnages. L'ironie mordante du scénario fonctionne bien, mais elle donne parfois l'impression de sacrifier l'émotion et l'attachement au protagoniste au profit du message. Cela dit, cela reste une œuvre incontournable pour les amateurs de science-fiction et de satire politique. Starship Troopers est un film qui ose prendre des risques et qui ne laisse personne indifférent, que l'on adhère ou non à son ton et son approche. Même si j'en attendais davantage, je reconnais qu'il s'agit d'une pièce unique dans le paysage cinématographique qui mérite d'être découverte ou redécouverte pour ses multiples niveaux de lecture. Lors d'une interview en 2016, Casper Van Dien a raconté une anecdote amusante liée à son rôle dans Starship Troopers. Alors qu'il se rendait à l'école pour récupérer ses deux filles, il a été surpris de voir un groupe de jeunes garçons les entourer. Ces derniers avaient reconnu l'acteur grâce à son rôle de Johnny Rico et avaient découvert le film après que leurs parents leur avaient montré. La situation est devenue encore plus cocasse lorsqu'une de ses filles, alors âgée de 10 ans, lui a posé une question embarrassante en montant dans la voiture. Elle lui a demandé si il avait vraiment joué tout nu dans l'une des scènes du film, ce qui a conduit à un moment de gêne pour l'acteur. Casper a ensuite décrit ce court trajet de 3 minutes jusqu'à leur domicile comme particulièrement inconfortable en raison de cette conversation inattendue. Le tournage a été marqué par des conditions climatiques extrêmes, notamment des températures atteignant les 50 degrés dans le désert. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais Jake Busey a été victime d'une insolation après avoir travaillé toute une journée sous le soleil écrasant. Cet incident a entraîné une interruption de la production pendant une semaine, le temps qu'ils se remettent. Pour éviter que cela ne se reproduise, des ajustements ont été faits sur les costumes. Des ouvertures ont été découpées dans son uniforme afin de permettre une meilleure ventilation. Cette modification a ensuite été appliquée à d'autres membres du casting. Malgré ces précautions, les conditions de tournage restaient difficiles et en moyenne, 25 personnes par jour étaient soignées pour des cas d'insolation.
Bien que leurs personnages soient censés être de jeunes diplômés tout juste sortis du lycée, Casper Van Dien, Dina Meyer et Patrick Muldoon avaient chacun 29 ans au moment du tournage. Ce choix reflète une pratique courante à Hollywood, où des acteurs plus âgés sont souvent sélectionnés pour interpréter des rôles d'adolescents ou de jeunes adultes, en raison de leur expérience et de leur présence à l'écran. Ce film a marqué une première dans le cinéma américain grand public en incluant une scène de douche mixte, un élément audacieux et rarement vu à l'époque. Une tentative similaire avait été envisagée pour Aliens le Retour, mais l'idée avait été abandonnée, les actrices concernées n'étant pas à l'aise avec cette proposition et la scène n'étant pas jugée indispensable à l'histoire. Paul Verhoeven avait déjà exploré ce concept dans une scène de Robocop, mais cette séquence, bien qu'existante, était si courte qu'elle est passée presque inaperçue. Comme il l'a expliqué, il voulait s'assurer que cette fois-ci, elle ne passerait pas inaperçue, concrétisant ainsi une idée qu'il avait tenté d'introduire 10 ans auparavant. Starship Troopers a été reconnu pour son excellence technique en recevant une nomination à l'Oscar des meilleurs effets visuels. Cette catégorie comprenait également 2 autres productions marquantes de l'année, Le Monde Perdu Jurassic Park et Titanic. Malgré la qualité et l'innovation des effets spéciaux de Starship Troopers, le prix a été remporté par Titanic, dont les effets visuels associés à son succès phénoménal ont marqué l'histoire du cinéma. Casper Van Dien a partagé une anecdote étonnante sur la façon dont un journal avait involontairement aidé des adolescents à contourner les restrictions pour voir ce film qui était classé R en raison de sa violence. En effet, un journal avait offert plus de 1000 billets à des garçons de 13 et 14 ans pour assister à une projection de Bean le film. Sauf que les pré-ados se sont faufilés dans la salle où était projeté Starship Troopers, une pratique courante à l'époque dans les multiplexes. Selon l'acteur, cette restriction a eu un impact significatif sur les performances commerciales du film et estime que si ce dernier avait été classé PG-13, les recettes auraient pu doubler. Cette scène de combat nécessitait un nombre impressionnant de 40 prises pour être finalisée. Cette difficulté provenait principalement de la différence de taille entre les deux acteurs, rendant compliqué le moment où Johnny devait le frapper directement au visage. Les suites de Starship Troopers n'ont pas connu le même succès que le film original et sont sorties directement en vidéo, marquant une nette différence en termes de budget et de qualité. Starship Troopers 2, sorti en 2004, s'éloigne de la satire, souffre d'effets spéciaux limités et d'une intrigue moins engageante. En 2008, Starship Troopers 3 tente de renouer avec le ton du film original, notamment grâce au retour de Casper Van Dien, mais là aussi, le film reste plombé par ses faibles moyens financiers, avec des effets spéciaux datés et des scènes d'action peu convaincantes. De nombreux fans ont exprimé leur colère face à ces suites médiocres. Après ça, la franchise s'est tournée vers l'animation, avec notamment Starship Troopers Invasion en 2012 et Starship Troopers l'Invasion de Mars en 2017. Et là aussi, la qualité n'est apparemment pas au rendez-vous. Et voilà, c'est tout pour Starship Troopers. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et à vous abonner.